Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Vous écoutez Santé Mag Afrique. Bonjour l'Afrique, comment va la santé aujourd'hui? Je suis comme à chaque fois ravie d'être accompagnée du docteur Ilyes Khamouk, il est infectiologue et aujourd'hui il nous parlera également de maladies infectieuses. Avant d'aller plus loin d'abord, comment ça va et comment va la santé, docteur? Bonjour Samar, ça va bien et toi? Ça va tranquille. Alors, docteur, les maladies à transmission vectorielle, c'est notre sujet du jour. Ce sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Ces vecteurs sont des arthropodes hématophages qui assurent une transmission active, mécanique ou biologique d'un agent infectieux d'un vertébré vers un autre vertébré. J'en ai alors donné une toute petite définition, je vous laisse dire davantage, docteur. Qu'est-ce qu'une transmission par vecteur? Alors c'est toute maladie infectieuse, transmissible, donc virus, bactéries, parasites, qui sont transmises par des insectes. Comme ça, on va simplifier un peu la chose. Sauf que c'est des maladies essentiellement tropicales. Pas tout le temps, mais c'est essentiellement tropical, touchant beaucoup notre cher continent. Et c'est des maladies qui sont assez sous-estimées, parce qu'on va parler beaucoup du sida, on va parler beaucoup de la grippe, on va parler des hépatites par exemple. Mais on oublie que 17% des maladies infectieuses sont des maladies à transmission vectorielle. 17%, et elles sont responsables de plus d'1 million de décès chaque année. Le chef de file, évidemment, c'est le paludisme. Vous pouvez nous citer quelques maladies, docteur? Bien sûr, par exemple, le paludisme qui est le chef de file. Pourquoi? Parce que il existe dans des dizaines de pays. Il est responsable de pratiquement 600 millions de cas chaque année, de pratiquement 500 000 décès chaque année. La plupart des décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans, chez les femmes enceintes, et 95% des cas du paludisme surviennent en Afrique. 97% des décès surviennent en Afrique. Ça, c'est le chef de file, c'est le paludisme. C'est le plus connu. Mais il y a d'autres maladies qui sont moins connues, comme la dengue. Alors la dengue, c'est une maladie virale. C'est pas une maladie parasitaire comme le paludisme. C'est l'infection virale la plus répandue transmise par des moustiques qu'on appelle l'Aedes, que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de moustique tigre. Le moustique tigre, c'est l'exemple de l'adaptation des moustiques au changement climatique. Alors le moustique tigre, son habitat naturel, c'est l'Asie du Sud-Est. Les années 60, c'était l'Asie du Sud-Est, avec les changements climatiques, notamment le réchauffement. Il s'est installé un peu partout, et même sur le pourtour méditerranéen, que ce soit en Europe, que ce soit à l'Afrique du Nord. Actuellement, il est installé dans tout le pourtour méditerranéen. Il est responsable de transmettre la dengue. Je rappelle juste la dengue, qui est une maladie assez méconnue. Elle touche 3,9 milliards de personnes dans 129 pays, donc qui sont exposés au risque. On estime à 96 millions de cas et 40 000 décès chaque année. Donc ça, c'est les deux maladies les plus connues, mais on va citer dans l'émission d'autres maladies vectorielles. Vous aviez cité, docteur, le climat tropical. Vous dites qu'il favorise l'existence de ces vecteurs. Pourquoi? Quel est le rapport entre le climat et les maladies à transmission vectorielle? C'est une très bonne question. Vous savez très bien que on va trouver des ours polaires dans les zones polaires. Et on va trouver des moustiques dans les zones chaudes et humides. Et quelles sont les régions qui assurent ces deux conditions de manière optimale? C'est des zones tropicales. C'est là où on va trouver un climat chaud qui est toute l'année et de l'humidité qui est assez élevée toute l'année. On ne parle pas de climat tempéré comme le nord de l'Afrique, comme l'extrême sud de l'Afrique, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud par exemple, qui ont un climat qui est moins chaud, moins humide. L'Europe, c'est la même chose. Mais quand je parle de zone tropicale, je parle pas que de l'Afrique. Je parle aussi de l'Amérique latine, où par exemple le Brésil,
le Costa Rica, Cuba, c'est des zones tropicales. Il y a aussi l'Asie du Sud-Est, tout ce qui est Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam. Donc on va pas parce que on nous colle nous Africains beaucoup de maladies en Afrique, alors que non, c'est vrai que ça existe beaucoup en Afrique parce qu'on est un peu en retard en ce qui concerne la lutte antivectorielle. Et on va voir ça dans la prévention. Mais les vecteurs qui transmettent ce genre de maladie existent sur tous les continents, mais évidemment dans les zones tropicales, c'est-à-dire on va suivre la ligne de l'équateur, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. D'accord. Et quels sont les principaux vecteurs, docteur? Alors les principaux vecteurs, il y en a des centaines. Je vais citer quelques-unes. Voilà les principaux. Voilà, les principaux, on a les moustiques en premier, Aedes. Alors les moustiques qui vont transmettre des maladies virales comme la chikungunya, la dengue, ça va transmettre la fièvre de la Vallée du Rift, qui existe partout, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. La fièvre jaune, c'est pour ça que tout voyageur qui va voyager en zone tropicale va faire le vaccin contre la fièvre jaune. Le Zika virus qui a fait des ravages en 2016, notamment au Brésil, qui a été responsable de beaucoup de malformations, malheureusement. Il y a même en Asie, qu'on appelle l'encéphalite japonaise, que les Chinois appellent encéphalite B. Donc elle a plusieurs noms. Ça c'est une maladie asiatique. On a le West Nile. Le West Nile qui est en train de revenir très très fort. C'est une maladie émergente qui existe partout. Et maintenant elle existe à l'Afrique du Nord comme en Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc. Ça c'est les maladies qui sont dues à des moustiques. C'est des maladies virales. Il y a bien sûr la filariose qu'on connaît surtout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. C'est des parasites qui se cachent sous la peau et qui vont éclore et donner des vers sous la peau. Parfois, on les voit même dans l'œil, un ver dans l'œil, ça c'est la filariose. Il y a le paludisme évidemment. Donc ça, c'est juste des maladies infectieuses transmises par des moustiques uniquement. Donc il y a l'Aedes, l'Anopheles et le Culex. Ça c'est les principaux moustiques, en sachant que le moustique est le premier tueur d'hommes. Le premier tueur de l'homme, c'est le moustique. Il est responsable de pratiquement 1 million de décès. Après le moustique, il y a l'homme lui-même. Mais si je compare le moustique qui tue 700 000 personnes, le lion, il va tuer 100. Donc le moustique, c'est un vrai tueur de l'homme. Ça, c'est un premier exemple, c'est le moustique. Deuxièmement, c'est les mouches, par exemple. Les mouches, les moucherons. Par exemple, on a l'onchocercose, qui est une maladie parasitaire. On a la leishmaniose, qui existe surtout en Afrique du Nord. La leishmaniose cutanée, la leishmaniose viscérale. Ce sont des maladies parasitaires. Et bien sûr, il y a d'autres maladies, comme les poux, responsables de la transmission du typhus, les phlébotomes responsables de la leishmaniose, les tiques responsables de maladies, là, on les trouve aux États-Unis, on les trouve au Canada, c'est la maladie de Lyme qui a créé un énorme débat récemment. Les rickettsioses, par exemple la fièvre boutonneuse méditerranéenne, là pour vous donner, ça existe au niveau du pourtour méditerranéen. Ça n'existe pas en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. C'est pour vous dire, ça c'est quelques exemples. Et une maladie que beaucoup de gens connaissent par le nom et ne connaissent pas exactement, c'est la maladie du sommeil, qui est due à la mouche tsetse. Ça, c'est on a des notions sur ça. La maladie du sommeil. La maladie du sommeil, c'est d'une maladie parasitaire. Le nom scientifique exact, c'est la trypanosomiase africaine, et qui est transmise par une mouche et qui va donner des problèmes neurologiques. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie du sommeil. Et il y a sa cousine, la trypanosomiase américaine. C'est pour vous dire, ça j'ai donné quelques exemples sur des maladies à transmission vectorielle africaines et non africaines. Voilà. Alors maintenant, on connaît mieux sur les maladies vectorielles, mais qu'en est-il des causes? On sait que c'est des piqûres de moustiques, mais qu'en est-il des causes? D'où viennent ces moustiques et comment se fait la transmission? Alors, ce sont plusieurs questions en une seule, mais allons étape par étape pour mieux comprendre. Alors, j'ai dit que dans les vecteurs, il y a les moustiques, il y avait les mouches, il y avait les moucherons, il y avait les tiques, etc. Mais si on prend les moustiques, par exemple, il y a des centaines de types de moustiques. Il y a le moustique, entre parenthèses, qu'on connaît, tout le monde connaît, qui a surtout un rôle de nuisance. C'est-à-dire, il vient se nourrir, il va nous piquer, mais ça, c'est un rôle de nuisance. C'est pas un rôle infectieux. C'est juste, il dérange avec son bruit, avec ses piqûres, etc. Bien que, parfois, des personnes allergiques peuvent faire des réactions importantes aux piqûres.
Ça, c'est très important de le dire. Parfois, c'est juste la piqûre. Ça gonfle beaucoup, ça devient rouge. On se gratte énormément, c'est-à-dire au-delà du raisonnable. Là, on est obligé de consulter aux urgences, de prendre des corticoïdes ou des antihistaminiques, etc. Mais il y a d'autres moustiques qui sont plus... c'est pas de la nuisance, mais c'est vraiment pathologique, comme l'Anopheles, qui transmet le paludisme. Et là, au-delà de la nuisance, elle vous transmet un agent pathogène. Elle vous transmet une maladie. C'est pas lui, c'est pas le moustique qui est réservoir, c'est l'homme malade qui est le réservoir. Donc c'est le moustique qui va piquer un homme malade, qui va prendre le virus, la bactérie ou le parasite et va transmettre à un homme sain. Donc c'est ça le plus gros problème. C'est pour ça qu'on parle de maladie vectorielle. C'est pas comme la grippe qui est une maladie à transmission directe, c'est pas comme la tuberculose, c'est pas comme le VIH qui est une maladie sexuellement transmissible. Là c'est un intermédiaire, c'est le moustique le plus souvent. Le moustique, j'ai dit que il aime la chaleur, il aime l'humidité. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que c'est des conditions nécessaires pour que l'anophèle, que le moustique femelle ponde des œufs. La reproduction. Voilà, c'est la reproduction et que ces œufs vont éclore et se développer. Ça nécessite de la chaleur, ça nécessite de l'humidité. C'est pour ça qu'on trouve ce genre de maladie beaucoup chez nous en Afrique, notamment en zone tropicale. D'accord. Donc après les causes, la maladie, elle est là, une maladie à transmission vectorielle. Comment généralement elle se présente? Parlons des symptômes les plus récurrents, les plus apparents, les plus communs. Alors ça dépend des maladies. Voilà. Il y a des maladies, ça donne un peu de fièvre au bout de quelques jours, ça rentre dans l'ordre. Il y a des maladies qui sont plus pernicieuses, ça persiste quelques jours. Alors on a par exemple pour le paludisme, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir une diarrhée, beaucoup de fièvre, et dans les cas les plus graves, notamment chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, on peut faire des troubles neurologiques, on peut faire une insuffisance rénale, on peut faire une insuffisance hépatique, c'est ce qu'on appelle le paludisme grave, et on peut même en mourir. Mais il y a d'autres maladies comme la dengue, le Zika, le chikungunya, généralement c'est ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal. Donc c'est la personne qui va faire une fièvre, des courbatures, une fatigue. On va penser à une grippe. Dans la majorité des cas, heureusement, on guérit. Mais dans d'autres cas, on peut finir à l'hôpital avec même des troubles graves. La maladie de Lyme. Alors la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par la tique. C'est ce qu'on appelle des borrélioses. C'est des maladies qui est plus pernicieuse. Au début, on a la piqûre, on a la trace de la piqûre. Et puis, il y a installation de la maladie avec une fièvre qui n'est pas aiguë, qui va s'installer au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Et parfois, on s'en rend même pas compte et on va développer un syndrome de la fatigue chronique. On est fatigué tout le temps, pendant des semaines, pendant des mois. On a une asthénie physique, on a une asthénie psychique. Parfois, on a des arthralgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations, au niveau de l'os. Et on va pas consulter un infectiologue, on va consulter un rhumatologue, on va consulter un interniste, et le diagnostic traîne, et ce n'est qu'en demandant des examens particuliers, comme la sérologie, qu'on va se rendre que c'est la maladie de Lyme. Donc c'est une maladie qui est particulière. Pour la leishmaniose, qui est une maladie qui existe en Afrique, que ce soit subsaharienne ou même, et beaucoup en Afrique du Nord. Alors la leishmaniose, c'est une petite mouche, si j'ose dire, c'est un moucheron qui va transmettre ce parasite. Ce parasite, il y a deux maladies. Il y a la leishmaniose viscérale, comme son nom l'indique, ce parasite va aller au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de la moelle osseuse, va donner une anémie. On a un gonflement du foie, donc une hépatomégalie, une splénomégalie, surtout chez les enfants. Ça simule un tableau de leucémie, pour vous dire que c'est vraiment une maladie qui peut être grave. La leishmaniose cutanée, par contre, elle va rester au niveau de la peau, ça va donner une lésion au niveau de la peau qui va durer des mois et des mois. Et son traitement est particulier, c'est le glucantime. C'est un traitement antiparasitaire. Donc, comme tu vois, Samar, il y a beaucoup de maladies. Chaque maladie a un tableau particulier. C'est un problème diagnostique. C'est pour ça que la prévention de ce genre de maladie, en luttant contre les vecteurs, reste la meilleure décision pour se débarrasser de ce genre de maladie. Puis aussi, tout dépend de notre système immunitaire. Oui, parfois exactement. on réagit mal, parfois. Et justement, vous aviez cité des gens des personnes qui, contrairement à d'autres, peuvent avoir des réactions un peu exagérées par rapport à d'autres ou un peu graves. Donc, quels sont les signes alarmants?
Alors les signes alarmants, c'est tout ce qui est troubles neurologiques. Beaucoup de maladies que j'ai citées peuvent donner des troubles neurologiques. La fièvre jaune, le paludisme, l'échymoniose viscérale, la maladie de Lyme. Quand il y a des signes neurologiques, généralement c'est assez grave. Et comme tu l'as dit, parfois c'est des réactions du corps qui sont exagérées. On a vu ça dans la Covid. C'était pas le virus lui-même qui causait des problèmes au niveau des poumons, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'orage cytokinétique. C'est-à-dire c'est le corps qui va overreact. Il va réagir de manière disproportionnée, il va faire beaucoup de fièvre, il va faire un syndrome inflammatoire très important qui va détruire ses poumons, qui va détruire ses organes. Et bien sûr, l'état immunitaire, tu l'as bien dit, surtout en Afrique, les premières victimes, c'est les enfants. Parce que ils ont un système immunitaire qui n'est pas assez développé. Ce sont les femmes enceintes, parce qu'une femme enceinte, elle est vulnérable en ce qui concerne les maladies infectieuses pour elle-même et aussi pour son bébé. Ou si on a déjà des maladies, on est déjà malade ou on a déjà une voilà, maladie, ça c'est les maladies chroniques. Oui. Si on est diabétique, mal équilibré, Voilà. on est plus fragile. Si on est hypertendu et mal équilibré, on est plus fragile. Si on a un déficit immunitaire comme le VIH, qui est malheureusement très répandu en Afrique chez nous, on a une baisse de l'immunité qui nous rend vulnérables à d'autres germes et notamment les maladies vectorielles. Donc, c'est pour ça que, et pour expliquer aux auditeurs, il y a des personnes qui guérissent rapidement sans aucun traitement, il y a des personnes qui en meurent. Donc ça dépend de la maladie bien sûr, mais ça dépend de la personne, son état immunitaire, son âge, ses antécédents médicaux, voilà. Donc les maladies à transmission vectorielle sont des maladies humaines provoquées par des parasites, des virus ou des bactéries transmis par des vecteurs. Chaque année, on enregistre beaucoup de décès dans le monde. Donc à partir de quel stade il serait peut-être impossible d'y remédier d'une maladie à transmission vectorielle? À partir de quel moment est-ce que ça peut être même mortel? Vous l'aviez cité, mais à partir, parlons encore davantage de ces stades-là qui disent que la personne ne peut pas y remédier ou ne peut pas revenir en arrière, où il n'y a pas de remède. Est-ce que ça existe? Oui, malheureusement, et pas qu'en Afrique, hein, même ailleurs dans le monde. Le plus gros problème, c'est le problème diagnostique. Parfois, on fait pas le diagnostic. C'est vrai que dans certains pays africains, subsahariens, on a l'habitude avec ce genre de maladie, hein, parce que c'est l'environnement qui le veut. Une personne, des médecins au Côte d'Ivoire ou en Congo, ils connaissent bien la fièvre jaune, ils connaissent bien la dengue, le chikungunya. Par exemple, un médecin en Tunisie, en Algérie, en Égypte, peut-être il connaît moins. Donc peut-être que nous, habitants de l'Afrique du Nord, on a des problèmes pour penser au diagnostic. Ça, c'est une donnée à prendre au sérieux. Mais ce qui est malheureux dans les pays subsahariens, dans beaucoup de pays subsahariens, c'est le centre de santé qui peuvent être éloignés parfois des malades. Et on va trouver un patient qui habite à plus de 5 km du centre de santé, qui n'a pas de moyens de transport. Et c'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a approuvé en 2017 l'action mondiale pour la lutte contre les vecteurs 2017-2030. Parce que c'est un problème de santé publique. Donc l'action de l'OMS, c'est une stratégie pour aider les pays, notamment africains, mais aussi américains et asiatiques, pour avoir des partenaires du développement à renforcer d'urgence la lutte anti-vectorielle en tant que moyen fondamental de prévention des maladies et de riposte aux flambées. Parce que de temps en temps, on a des flambées épidémiques. Dans ce but, donc une réorientation des programmes de lutte antivectorielle a été nécessaire, avec renforcement des capacités techniques, une amélioration des infrastructures, un renforcement de systèmes de suivi et de surveillance, une plus grande mobilisation communautaire. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les maladies vectorielles, à chaque fois qu'il y a un relâchement de lutte contre l'insecte, donc un moustique ou le moucheron, 1 à 2 ans après, on a une explosion du nombre de cas. Donc c'est très important de jamais baisser les bras devant ce genre de vecteurs. Moi je te donne un exemple, en Algérie par exemple, l'Algérie était un pays de paludisme. On avait plus de 100 000 cas par an en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on avait des malades, bien sûr, mais on avait le vecteur, on avait l'anophèle, donc le moustique Anopheles, qui était répandu au nord du pays. Et juste après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu une campagne nationale de lutte contre le vecteur. C'était un programme assez sérieux, qui commençait par l'ouest vers l'est,
pour exterminer le moustique Anopheles. Et c'était une phase préparatoire, puis une phase d'action, puis une phase de consolidation et de surveillance. C'est qui nous a permis de passer de plus de 100 000 cas de paludisme par an en 64-65 à moins de 100 cas en 76-77. C'était un exemple pour beaucoup de pays africains. Mais après l'ouverture de la route transsaharienne, qui, je rappelle, relie Alger à Agadez au Niger, à Lagos au Nigeria, et maintenant le paludisme en Algérie, c'est un paludisme d'importation. Donc ce sont des personnes qui voyagent en Afrique subsaharienne, qui reviennent malades, ou bien des migrants qui viennent, ils sont malades, ils sont pris en charge en Algérie, mais c'est des cas importés. C'est pour ça que l'Algérie a reçu la certification de l'élimination du paludisme en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le deuxième pays en Afrique après les Seychelles. Et c'était une grande victoire et un exemple pour tous les pays africains pour lutter efficacement contre ces vecteurs parce qu'ils sont responsables de centaines de milliers de décès chaque année. Restons en Afrique, docteur. Parlons cette fois-ci des chiffres. Donc les maladies à transmission vectorielle sont responsables de plus de 17% des maladies infectieuses et provoquent plus d'1 million de décès chaque année. Donc, dans notre continent, parlons des chiffres et des faits, mais aussi des maladies à transmission vectorielle les plus répandues en Afrique et pourquoi ? Alors le premier, c'est le paludisme, c'est le chef de file. Il représente, j'ai dit, plus de 600 millions de cas par an, dans 95% en Afrique. Parce que le paludisme était, dans les années 80, les années 90, assez répandu en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, mais ces régions-là ont pu lutter contre cette maladie et baisser le chiffre. Pas chez nous en Afrique. En Afrique, on reste à l'origine de 95% des cas de paludisme. C'est vrai que depuis 90 jusqu'à 2015, on a eu beaucoup de progrès en Afrique. On a baissé le nombre de cas, on a baissé le nombre de décès. Parce qu'il y avait... faire pour baisser le nombre de cas, docteur ? Alors, c'est facile. Pour baisser le nombre de cas, il faut en premier traiter tous les patients. Parce que le réservoir de la maladie, c'est l'être humain. C'est pas le vecteur. Le vecteur, c'est un transporteur. Donc, il faut lutter contre le réservoir, c'est-à-dire la source. Exactement. Et la source, c'est l'être humain. Donc, il faut traiter tous les humains malades. C'est pas évident. Deuxièmement, il faut bien sûr lutter contre le vecteur. Et comment on lutte contre le vecteur du paludisme, qui est l'Anopheles ? Alors, l'Anopheles aime les eaux stagnantes. Donc, il faut lutter contre les eaux stagnantes. Tout ce qui est... que ce soit à l'intérieur du domicile, tout ce qui est bouteilles qui sont ouvertes, tout ce qui est assiettes avec de l'eau qui stagne plusieurs jours, les marées qui sont la source de l'anophèle. Comment on va lutter ? On va lutter contre cet insecte-là, ce qu'on appelle le remblayage ou l'assèchement des marées. C'est pour ça que le nom c'est malaria, c'est le mauvais air, c'est la fièvre des marées. Donc tout ce qui est eau stagnante, il faut lutter contre ça. Et il y a la lutte biologique. Beaucoup de gens l'ignorent. C'est quand on met des poissons, ce qu'on appelle le gambusier. C'est un poisson qui va se nourrir de larves de l'anophèle. Donc c'est ce qu'on appelle une lutte biologique. Parce qu'il y a bien sûr les insecticides, mais on met ce poisson-là, ce qu'on appelle le gambusier, dans des eaux stagnantes, et ce poisson va se nourrir des larves de l'anophèle. Ça, c'est une manière très écologique et biologique de lutter contre cette maladie. Ça, c'est pour le palu, mais les autres vecteurs, à chaque fois, il faut lutter contre l'insecte avec des insecticides, et surtout traiter tous les patients, premièrement pour leur sauver la vie, mais aussi pour arrêter la chaîne de transmission, parce que le réservoir est humain. Mais ce serait pas très possible parce qu'on dit qu'ils sont beaucoup plus attirés surtout vers le climat qui est oui, alors toutes les maladies qu'on a pu éradiquer. Alors qu'on ne peut pas lutter contre le climat. Non, toutes les maladies qui ont été éradiquées sont des maladies qui sont strictement humaines. La variole, par exemple. On a un plan pour la polio, on a un plan pour la rougeole, parce que c'est des maladies qui sont entre l'homme et l'homme. Si on traite tous les hommes, on va éradiquer les maladies. Ce genre de maladies vectorielles, on pourra jamais les éradiquer. Parce que c'est des insectes. C'est-à-dire on va d'abord éradiquer la transmission, diminuer. On peut diminuer la transmission. Voilà. Quand je dis éradiquer, c'est-à-dire on supprime la maladie. La variole,
Elle n'existe plus depuis 1980. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui vient de l'homme vers l'homme. Si on traite tous les hommes... Si on traite les hommes, c'est bon. Et c'était grâce à la vaccination. Si on vaccine tous les hommes, on va supprimer la maladie. Et on reste là, docteur. Vous parlez de vaccination. Parlons du traitement, alors. Alors, le traitement, ça dépend des maladies. Il y a des maladies où il n'y a pas de traitement. La dengue, chikungunya, fièvre jaune, il n'y a pas de traitement. Ce qu'on traite, c'est les symptômes. Y a-t-il des recettes ou des astuces naturelles? En fait, non. Il faut juste traiter les symptômes. Si on a des maux de tête, on prend du paracétamol. Si on est dans le coma, on est pris en charge en réanimation avec l'intubation, des sérums. Si on fait une hypotension, on va élever la tension. Si on fait une diarrhée, on va lutter contre la diarrhée. Heureusement qu'il y a des maladies où il y a un traitement, comme le paludisme, avec un traitement antipaludéen assez développé, que ce soit par des comprimés ou par des injections. Il y a la leishmaniose viscérale, que ce soit l'amphotéricine B ou le glucantime, qui est un traitement, mais la plupart des maladies n'ont pas de traitement spécifique. D'accord. C'est pour ça que la prévention est très importante. Voilà. C'est des maladies, le West Nile, la fièvre de la vallée du Rift, c'est des maladies quand on traite les symptômes, on ne traite pas la maladie. La maladie de Lyme, ça devient une maladie chronique. On va rester malade toute sa vie. C'est pour ça que la prévention est très importante. D'accord. En quoi? L'information. Il faut que nos populations africaines soient au courant de ces maladies. Et c'est le rôle de ce genre d'émission. Deuxièmement, la sensibilisation, la formation de nos médecins, surtout en Afrique du Nord, parce qu'on connaît pas trop ce genre de maladie. Et bien sûr, traiter tous les patients, lutter contre les insectes, surtout qui transmettent les maladies, avoir une bonne stratégie nationale. C'est pas chaque individu va traiter son jardin ou traiter sa maison. Non, il faut avoir une stratégie nationale, voire internationale, pour lutter contre ce genre d'insectes. Et bien sûr, les changements climatiques. Parce que quand on dit plus réchauffement climatique, là on parle de changement climatique, parce qu'il y a des zones où il y a la chaleur, donc c'est le réchauffement. Il y a des zones au contraire, il y a l'inondation, comme on a vu récemment aux Émirats Arabes Unis. Ils ont eu beaucoup de difficultés à lutter contre les eaux stagnantes. Et qui dit inondation, dit développement de vecteurs, développement d'insectes, développement de maladies. C'est pour ça qu'il faut rapidement assécher toutes les eaux stagnantes. D'accord. Merci docteur pour ces informations. Alors, le changement de comportement constitue l'un des éléments essentiels de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Faites attention à votre santé, prenez soin de votre santé, de votre communauté. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station. Merci de nous avoir suivis.